Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le voyez, je fais un petit placement de produit aujourd'hui pour le village de Briols, dans le sud de l'Aveyron, d'où est originaire ma maman, que je salue. Parce que voilà, si je fais ces vidéos, c'est pour vous, mais c'est quand même surtout pour ma maman. Merci de m'avoir mis au monde. Et aussi pour mon papa. Il faut savoir que grâce à ces vidéos, mon papa a réalisé quel était mon métier. Parce que jusque-là, je disais que j'étais professeur d'histoire géo, et lui, il pensait que géo, c'était la géologie, que j'enseignais les cailloux, quoi. Et donc là, voilà, il est en train de découvrir que géo, en fait, c'était géographie. Voilà, c'est véridique, hein. Véridique, Bon, donc voilà, que bonjour mes parents, et bonjour aussi mes élèves de seconde. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire. Là, j'ai regardé les premières notes du QCM. Appliquez-vous parce que vous avez entre 8 et 12 hein, pour la majorité d'entre vous. C'est pas parce que c'est un QCM qu'il faut répondre n'importe quoi à toute vitesse. Prenez le temps quand même de bien les relire. Et donc, pour pas trop vous pénaliser, j'ai décidé de vous mettre une note de participation orale, coefficient 4, de 20 sur 20 à tout le monde. Comme ça va remonter vos moyennes. Poisson d'avril. Bon, j'espère que ce poisson d'avril vous aura fait bien rigoler. Évidemment, il n'y aura pas de 20 sur 20 coefficient 4, non, clairement pas. Et tout de suite, nous allons aborder la partie la plus délicate de ce chapitre. J'ai beaucoup hésité avant de la faire et avant de l'intituler ainsi, les migrations atouts ou menaces. Mais je me dis que quand on a des sujets polémiques, eh ben, la meilleure façon peut-être d'agir, c'est de foncer dans la polémique, de décortiquer, tout en essayant d'être le plus objectif, le plus neutre possible. Donc là aussi, voilà, je vais essayer de voir de façon neutre quels sont les atouts ou au contraire les inconvénients des migrations. Mais force est de constater que dans l'opinion publique européenne et même internationale, eh bien, il y a des groupes politiques qui voient dans l'immigration des menaces, et d'autres, moins nombreux, mais qui voient des atouts. Alors, comme on va aborder un sujet qui est quand même très polémique, très politisé, tous les exemples que je vais prendre seront pris d'autres pays que la France. Voilà, je ne vais pas prendre des phrases de personnes politiques françaises de manière à ne pas me retrouver accusé de prendre parti contre l'un ou en faveur de l'autre. Donc je vais prendre des exemples en Allemagne, aux États-Unis, au Brésil, etc. On va essayer d'aborder les choses, mais pour ce qui relève du traitement politique des migrations en France, et là, à vous de vous y intéresser. Vous pouvez aussi en discuter en famille, essayer de vous faire votre propre opinion, mais ce n'est pas ce que l'on va voir dans ce cours-là. Par contre, on va prendre des exemples européens. Alors, vous voyez, quand j'ai tapé manifestation, immigration, j'ai eu beaucoup plus de photographies de ce type-là, c'est-à-dire contre l'immigration, que en faveur. Il m'a fallu beaucoup de recherches pour essayer de trouver des photographies exploitables sur des manifestations pour l'immigration. Donc déjà, ça, la première chose que l'on peut dire, c'est que le traitement médiatique et politique des migrations, c'est généralement un traitement qui en est hostile. Alors on va analyser un petit peu ces photographies. Donc là, nous avons des drapeaux allemands, un drapeau norvégien qui peut un petit peu gêner dans le sens où il y a un attentat qui a été commis par un suprémaciste blanc. Un suprémaciste, c'est quelqu'un qui pense qu'il y a des races et qu'il y a une race qui est supérieure aux autres, notamment la race blanche. André Breivik, qui a fait un attentat à Oslo. Hein. Donc voilà, ce drapeau norvégien, moi, il me gêne un petit peu. Bon, des drapeaux allemands, nous sommes en Allemagne, ils sont fiers d'être allemands, visiblement, bon, tant mieux pour eux. Là, un jeu de mots un petit peu particulier. Pourquoi? On a une dame qui a l'air de courir, avec des messieurs en vert, le vert c'est la couleur de l'islam, qui ont des tenues, des turbans, des sortes de babouches, qui lui courent après. Et Rape Fugees, là, oh, ils se sont trompés, visiblement, c'est pas réfugiés c'est rape, violeur, fugees.
les violeurs réfugiés. Jeu de mots un peu douteux, not welcome, vous n'êtes pas les bienvenus. Stay away, restez loin, avec une mosquée devant barré. Interdiction de construire des mosquées, on les reconnaît avec les minarets. Donc visiblement on associe les réfugiés à des musulmans et les musulmans à des violeurs. Bon. Là, on montre que le monde politique et le monde de la presse va main dans la main, le mot complot, comme s'il y avait un complot politico-médiatique en faveur des migrants. Jésus-Christ, je ne sais pas ce qu'il vient faire là. Bon, je ne sais pas si Jésus-Christ serait parfaitement d'accord avec ces gens-là, mais souvent les gens qui sont hostiles aux migrations le font pour des valeurs traditionnelles, et donc parmi ceux qui relèvent de la tradition, eh bien, ils essaient d'y mêler l'aspect religieux. Et puis, là, voilà, une petite main tendue. Alors peut-être que c'est un dab qui dérape, ou un salut nazi, ce qui serait un petit peu plus gênant en Allemagne, un salut nazi quand même. Bon, en tout cas, on a pas mal d'éléments là qui nous montrent que ces personnes semblent avoir des stéréotypes concernant les migrants, qu'ils y sont très hostiles et qu'ils font pas mal de références à l'extrême droite, que ce soit par le nazisme ou André Breivik, voire l'extrême droite dans ce qu'elle a de pire, hein, dans les massacres qu'elle a pu commettre sur le continent. De l'autre côté, là, nous sommes à Paris avec un panneau qui dit « Stop aux violations des droits de l'homme contre les migrants », rappelant que les migrants sont quand même des hommes et des femmes et que la France ayant signé la Convention des Nations Unies pour le respect des droits de l'homme, elle est tenue de les respecter, y compris vis-à-vis des non-français qui sont sur son sol. Que les droits de l'homme en France ne s'appliquent pas qu'aux Français, ils s'appliquent à toute personne vivante en France. Donc là, quelque chose qui est favorable, qui donne une vision positive des migrations, là quelque chose qui donne une vision négative des migrations. Donc du coup, les migrations, atouts ou menaces. Alors les atouts des migrations. Là, vous avez un document que nous avons déjà eu l'occasion de revoir beaucoup de fois cette année, ça s'appelle une pyramide des âges. Alors une pyramide des âges, vous voyez que pour l'Allemagne ici, ça ne ressemble pas du tout à une pyramide, parce que, eh bien, il y a moins de jeunes que de seniors. En revanche, pour Haïti, qui est un PMA d'Amérique centrale, eh bien là, on a effectivement la forme d'une pyramide. Donc, en quoi ça peut être un atout? Eh bien, parce que ça peut régler deux problèmes en un. Haïti, ayant énormément de population jeune, va avoir des difficultés pour trouver de l'emploi à tous ces jeunes. Donc, si une partie de ces jeunes émigrent, c'est autant de chômeurs en moins pour Haïti. Et s'ils émigrent vers un pays développé à l'indice démographique beaucoup plus faible, comme l'Allemagne, eh bien ça fait de la population jeune qui arrive, des travailleurs jeunes qui arrivent, qui vont du coup pouvoir financer le système de retraite et de santé des seniors là, qui ne sont plus en âge de travailler. Donc, ça permet de lutter contre l'augmentation du chômage dans les PMA et aussi contre le vieillissement de la population dans les pays développés, les pays d'immigration, c'est-à-dire les pays d'accueil. Donc effectivement, là, on aurait un premier avantage. Le deuxième avantage pour le pays d'émigration, les pays de départ, c'est les envois de fonds par les migrants, ce que l'on appelle les remises. Les remises, c'est l'argent que le migrant envoie à sa famille qui reste au pays. Alors vous voyez sans surprise que les deux pays qui reçoivent le plus de remises sont l'Inde et la Chine. Ce sont les pays les plus peuplés de la planète, donc forcément ils ont une communauté à l'étranger importante, c'est ce qu'on appelle la diaspora. La diaspora, c'est la communauté d'un pays qui vit à l'étranger. Notamment la diaspora la plus célèbre, la plus médiatisée, c'est la diaspora chinoise, qui fait que dans un grand nombre de villes, vous avez des quartiers qu'on appelle les Chinatown, qui sont des quartiers où vit une majorité de population chinoise, alors que nous ne sommes pas en Chine. Donc comme ce sont des pays très peuplés, effectivement, ils ont de fortes diasporas qui envoient beaucoup d'argent. Donc d'un point de vue quantitatif, l'Inde et la Chine sont les pays qui reçoivent le plus de remises. Mais du point de vue qualitatif, du point de vue du pourcentage du PIB, on voit que ce ne sont pas l'Inde et la Chine, mais des pays beaucoup plus pauvres comme le Tadjikistan, la République kirghize, le Népal, la Moldavie, qui reçoivent entre 25 et 42% de leur PIB uniquement à travers les remises. C'est-à-dire que 42% des richesses produites par le Tadjikistan en un an
en fait, c'est pas eux qui le produisent, ils le reçoivent juste de Tadjiks partis à l'étranger qui renvoient cet argent à leur famille. Donc on voit que pour ces pays très pauvres, là, sont tous des PMA, eh bien les remises sont indispensables. Regardez, Haïti, 21%. Un cinquième de l'argent produit à Haïti, en fait, provient d'Haïtiens qui vivent à l'étranger. Donc voilà, les remises, ça c'est quelque chose, un aspect positif pour les pays de départ. Sachant qu'en plus, ces communautés-là, en plus de renvoyer de l'argent, parfois, eh bien, vont avoir un petit capital, de l'argent, qu'elles vont investir dans leur pays d'origine, donc créer des entreprises, donc ça crée aussi un développement des technologies et du capital dans le pays de départ. Là, vous avez le pourcentage des remises dans le revenu national brut, un peu l'équivalent du PIB. Et vous voyez que quand même majoritairement, ce sont des PMA ou des pays, surtout des PMA en fait, où les remises ont une importance considérable. Alors que dans les pays développés, finalement, les remises ne comptent que pour 0 à 1% du PIB. Alors maintenant, pour le pays d'accueil, eh bien, les migrations permettent d'avoir une main-d'œuvre bon marché, qui est généralement moins rémunérée que le reste de la population. Alors ça dépend des pays. En France, le salaire minimum est fixé par le SMIC, et donc même un travailleur étranger doit être rémunéré à hauteur du SMIC. Donc l'avantage, c'est pas qu'ils occupent des emplois moins rémunérés, mais des emplois que parfois les populations locales ne veulent pas faire. Ce qui fait qu'on retrouve un pourcentage d'immigrés assez important dans des métiers généralement manuels, fatigants, comme le secteur de la construction. En France, 15,5% des personnes travaillant dans le bâtiment sont des immigrés. Dans l'hôtellerie et la restauration, 19%. Donc on voit qu'il y a des secteurs d'activité qui dépendent quand même pour une bonne part de main-d'œuvre immigrée. On peut aussi penser à l'agriculture. Là, le fait que les agriculteurs français demandent à ce que l'on renvoie de la main-d'œuvre, parce que jusqu'ici, ils utilisaient en partie de la main-d'œuvre immigrée provenant de pays non européens, non français, parfois d'Europe de l'Est, parfois même d'autres continents. Et ces gens-là, étant partis du fait du coronavirus, étant rentrés chez eux, eh bien, ils ont besoin là, de main-d'œuvre. Donc ça montre qu'il y a des métiers qui ont du mal à trouver preneur parmi la population locale. Vous voyez qu'ici, ce document nous dit que les immigrés sont surreprésentés au bas des hiérarchies professionnelles, donc souvent des métiers peu qualifiés et mal rémunérés. Donc ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment, les agents de gardiennage, les employés et agents de maîtrise de l'hôtel et de la restauration, les employés de maison, les aides à domicile et aides ménagères, cuisiniers, agents d'entretien, voilà. Donc vous voyez que dans tous ces secteurs-là, le pourcentage d'immigrés est entre 10 et 30%. Alors que dans l'ensemble des emplois, il n'est que de 8,6%. Donc voilà, il y a des emplois qui sont privilégiés par les immigrés, probablement parce que refusés par les populations locales. Et enfin, autre avantage, eh bien, le brassage culturel. C'est-à-dire que les immigrés viennent avec leur tradition, donc ça peut être considéré comme un inconvénient pour ceux qui estiment que la culture c'est quelque chose de figé, quelque chose qu'il faut préserver, qu'il faut défendre par rapport aux autres cultures, aux autres religions, mais ça peut être aussi considéré comme une richesse pour ceux qui sont plutôt en faveur de ce que l'on appelle le multiculturalisme, ou le fait d'être cosmopolite, c'est-à-dire de mélanger les différentes influences culturelles. Je pense que c'est particulièrement visible sur le plan culinaire. Les sushis, les kebabs ne sont pas d'origine européenne. Nous en consommons pourtant régulièrement. Souvenez-vous, ceux qui m'avaient en troisième, le dernier mot du dernier cours de l'année dernière, c'était le mot kebab. Et je n'étais pas peu fier de cet exemple-là. Voilà. Et big up
à tous ceux qui font des kebabs parce que c'est très bon. Là, vous avez un plan de la ville de Toronto au Canada où vous voyez, ça c'est assez caractéristique de l'Amérique du Nord, les communautés ne se mélangent pas tant que ça, ils se regroupent par quartier ayant des caractéristiques ethniques assez homogènes. Donc il y a le quartier chinois, le quartier indien-pakistanais, le quartier italien, le quartier portugais, le quartier africain, le quartier caribéen. Donc voilà, tout ça ne se mélange pas vraiment. Et il est précisé que presque la moitié de la population de Toronto est née à l'étranger. Donc là, pour le coup, on peut dire qu'effectivement, Toronto est une ville multiculturelle. Alors maintenant, les inconvénients des migrations. Eh bien déjà, il y a les conséquences du brain drain, c'est-à-dire la fuite des cerveaux, pour les pays de départ. C'est-à-dire que si tous les médecins, les infirmiers, les ingénieurs ou autres du pays de départ vont chercher un emploi plus rémunéré dans un pays développé, eh bien, comment on fait sur place sans médecins, sans infirmiers, sans ingénieurs? Et regardez, hein, si on voit Haïti, j'ai cherché le nombre d'habitants d'Haïti, le nombre de médecins, le nombre d'infirmiers, infirmières. Mais on voit qu'à Haïti, pour 1000 habitants, il y a 0,09 médecins et 0,3 infirmiers. Alors qu'en France, il y a 3 médecins et 9 infirmiers. Et on a à peu près le même ratio au Canada, 2,4 médecins et 9 infirmiers. Donc on a 30 par habitant. Nous avons en France 30 fois plus de médecins et d'infirmiers par habitant. C'est considérable, c'est-à-dire qu'un médecin ou un infirmier à Haïti doit faire ce qu'en France font 30 médecins ou 30 infirmiers. Donc voilà, ça a des conséquences au niveau du développement du pays assez néfastes. Si toute l'élite du pays part à l'étranger, comment on peut faire fonctionner le pays sans élite, sans personnes formées avec un haut niveau de qualification? Par exemple, il y a plus de médecins ghanéens, c'est-à-dire d'originaires du Ghana, à Londres qu'au Ghana. Dans la ville de Londres, il y a plus de médecins ghanéens que dans tout le pays. Ça peut poser problème. Ou le fait que 80% des chercheurs en sciences et technologies, qu'ils soient du Vietnam, du Cambodge, du Cameroun, 80% de ces ingénieurs en sciences et technologies vivent aux États-Unis. Voilà, il leur en reste que maximum 20%. 20%. Encore, c'est les États-Unis, donc parmi les 20%, il peut y en avoir qui sont au Canada, en France ou ailleurs. Donc ça, la fuite des cerveaux, c'est quand même problématique pour les pays de départ. Pour les pays d'accueil, il y a la question de la xénophobie. La xénophobie, c'est la peur de l'étranger, qui n'est pas forcément du racisme. Je m'explique. Le racisme, c'est celui qui pense qu'il y a plusieurs races, des races supérieures, des races inférieures, et qui se met lui-même généralement dans les races supérieures. Le xénophobe, c'est celui qui a peur de l'étranger. Vous pouvez être xénophobe sans être raciste. Ne pas croire à l'existence des races, mais ne pas quand même aimer les étrangers. Donc, dans un certain nombre de pays, au nom de la préservation de ce qu'ils considèrent être l'identité nationale, eh bien, des dirigeants tiennent des discours hostiles aux migrants et ouvertement xénophobes en insistant généralement sur la nécessité de défendre les frontières et de construire des murs parce que c'est très visible. Et là, j'ai pris deux citations de M. Trump alors qu'il était candidat à l'élection présidentielle. La première, c'est « Croyez-moi, personne ne construit des murs mieux que moi. Je vais construire un grand mur sur notre frontière sud et je ferai payer les Mexicains. » Voilà, bon, un discours à la Donald Trump, c'est-à-dire il aime répéter les mots grand mur, il aime se mettre en avant, il montre que lui il est fort pour construire des murs, il va avoir un grand mur, je ne sais pas s'il cherche à compenser quelque chose. Excusez-moi. Et puis il désigne ouvertement sa cible, c'est-à-dire les Mexicains. Ce mur, il ne le fait pas pour eux, il le fait pour se protéger des Mexicains. Là, vous avez une photographie prise à la frontière États-Unis-Mexique, vous voyez, on est au milieu de nulle part, et il y a un mur de plusieurs mètres de haut qui sépare ces deux espaces désertiques. Alors une autre citation assez remarquable de M. Trump, où on voit là les stéréotypes vis-à-vis des étrangers. Alors elle est en anglais, mais je vais vous la traduire parce que je suis presque fluent English. When Mexico is sending its people, they are not sending their best. Quand le Mexique nous envoie des gens, ils ne nous envoient pas leur meilleur.
Ils nous apportent les drogues, ils nous apportent du crime, ils sont des violeurs. Et certains, je suppose, je suppose, sont de bonnes personnes. Là, c'est fantastique, ils disent pas ce sont des bonnes personnes, mais certains sont des violeurs. Non, ce sont des criminels, ce sont des drogués, ce sont des violeurs. Mais il veut quand même bien faire une concession parce que Donald, il est comme ça. Il veut bien faire la concession sur le fait que peut-être qu'il y en a quand même quelques-uns parmi ces Mexicains qui sont de bonnes personnes. Donc là, on a un discours. Alors certes, c'est un discours de campagne, donc on peut le suspecter d'être particulièrement violent pour fédérer, on va dire, une base électorale un petit peu fanatisée, mais qui sont inadmissibles. Quoi que l'on pense du point de vue politique de Donald Trump en tant que président, vous pouvez penser que c'est un très bon président, vous avez parfaitement le droit, mais cette phrase-là, elle est inadmissible. De dire que l'ensemble d'un peuple sont des violeurs. Et vous voyez, souvent, je fais référence à la photographie vue au départ de la manifestation en Allemagne, cette insistation sur le viol. Comme quoi les immigrés seraient des hommes jeunes, violents, violeurs qui en auraient après les femmes du pays d'accueil. Et donc du coup, voilà, M. Trump a beaucoup médiatisé cette histoire de mur avec la frontière mexicaine, mur qui existait déjà d'ailleurs avant lui, qui n'était pas fini d'être construit juste, et à l'heure actuelle il n'est toujours pas fini. Mais vous voyez qu'il y a des murs un petit peu partout dans le monde, y compris en Europe. Au sein de l'espace Schengen. Et d'ailleurs, le mur le plus long, il sépare l'Inde du Bangladesh. Donc voilà, des murs, il y en a vraiment beaucoup. Là, une autre photographie, les murs construits avant 2010 en vert, après en rouge, et les murs planifiés en jaune. Donc comme si un peu une partie des pays du monde cherchait à se barricader. Et là, je vais finir sur cette infographie. Il y avait 11 murs frontaliers en 1989. Alors 1989, c'est pas anodin, c'est la date de la destruction du mur de Berlin, un symbole d'ouverture des frontières. Et bien on voit qu'aujourd'hui, la dynamique, elle n'est pas dans la destruction des murs, puisque le nombre de murs en l'espace de 25 ans a été multiplié par 5 dans le monde. Sachant que le mur le plus long fait quand même près de 3000 km de long. Donc ce ne sont pas des petits murs en plus. Donc voilà, alors il n'y a pas que M. Trump qui ait une politique ouvertement xénophobe. Il y a d'autres mouvements qu'on qualifie parfois de populistes. Alors le mouvement populiste, c'est un mouvement aussi qu'on peut qualifier de démagogue, c'est-à-dire qui dit à la population ce que la population a envie d'entendre. Et donc il peut y avoir du populisme de droite ou du populisme de gauche. Mais généralement, ils ont en point commun le fait de se situer aux extrêmes et le fait de dire que tous les problèmes sont liés à une sorte d'élite politico-médiatique qui manipule l'opinion. Et donc tous ces mouvements populistes, finalement, surtout en tout cas les mouvements populistes de droite, sont aussi ouvertement anti-immigration. C'est le cas en Hongrie avec Viktor Orban. Alors c'est assez préoccupant parce que la Hongrie, comme c'est un pays de l'Union Européenne, on ne sait pas si à moyen terme la Hongrie pourra rester dans l'Union Européenne si Viktor Orban continue à saper petit à petit les fondements de la démocratie. C'est-à-dire que la presse est muselée dans son pays, l'opposition aussi. Et là, il a utilisé le prétexte du coronavirus pour s'arroger plus ou moins les pleins pouvoirs et surtout menacer de 5 ans de prison tout média qui propagerait des fausses rumeurs concernant le coronavirus. Mais vous voyez vite comment cette loi elle peut être instrumentalisée pour mettre en prison certains journalistes que vous n'aimez pas. Donc il y a la Hongrie, il y a le Brésil avec Jair Bolsonaro, qui est assez particulier puisque Jair Bolsonaro refuse d'appliquer les directives du coronavirus de son propre gouvernement. C'est-à-dire que son propre gouvernement invite quand même à la prudence, à sortir le moins possible, et lui se promène dans les rues de Brasilia en serrant la main des gens, voilà, etc.
D'où l'article de Paris Match, Jair Bolsonaro, un troll face à la pandémie, tellement ce qu'il fait est à l'opposé de ce que le bon sens dicterait. Ils ont aussi en commun, hein, ces populistes, généralement d'avoir dénigré le coronavirus, dire que c'était vraiment une petite chose, que c'est du rien du tout, et d'avoir très tardé avant de prendre les mesures. C'est encore plus qu'en France. On va voir s'ils en paieront le coût politique. Mais voilà, on peut dire qu'on a aussi, voilà, au Brésil, un gouvernement xénophobe, hostile à toute forme d'immigration. Et enfin, l'Inde, avec Modi, qui est un hindouiste. Donc, indien, c'est une nationalité, hindouiste, c'est une religion. Donc, c'est un hindouiste extrémiste qui considère qu'en gros, il ne devrait y avoir que des hindouistes en Inde et donc qui stigmatise la population musulmane. Il y a fréquemment des violences entre les deux communautés et la police, dans la quasi-totalité des cas, et du côté des hindous, et va violenter les populations musulmanes. Et aussi, Modi, effectivement, est hostile à toute forme d'immigration, a fortiori si ça vient du Bangladesh ou du Pakistan, qui sont des pays majoritairement musulmans. Alors, dans l'article de Libération, il va un peu plus loin parce qu'il parle de politique hindouiste génocidaire. On ne peut pas parler de génocide musulman en Inde, non, mais on peut parler en tout cas de stigmatisation de la population musulmane et d'une politique discriminatoire. Mais bon, faisons attention parce que cette politique de discrimination, de boycott, d'intimidation d'une communauté, c'est la première étape généralement des génocides. En tout cas, c'est ainsi que les nazis, quand ils sont arrivés au pouvoir, ont commencé à s'attaquer à ce qu'ils considéraient être le problème juif. D'abord, ils boycottaient les magasins, ils stigmatisaient les communautés, des violences étaient commises contre les juifs que la police couvrait, voire que parfois la police créait elle-même. Donc voilà. Mais donc finalement, quoi de commun entre les États-Unis de Donald Trump, l'Inde de Modi, la Hongrie de Orban ou le Brésil de Jair Bolsonaro? Eh bien, ce discours anti-immigration. Si jamais vous voulez lire ces articles, je les mets dans la description de la vidéo. En dessous sont des articles libres d'accès et j'ai fait attention de prendre des médias un petit peu différents. Moi, généralement, je m'informe sur Le Monde. Je trouve que c'est le moins mauvais des quotidiens grand public en ligne et le plus neutre. Mais voilà, là j'ai fait l'effort d'aller vous chercher des sources un petit peu ailleurs, hein, sur Libération ou même sur Le Figaro, bon, qui ont des tendances politiques un peu plus marquées. C'est-à-dire que Libération va être plus marqué à gauche, Le Figaro va être plus marqué à droite. Voilà, et Le Monde a plutôt une position centrale. Et d'ailleurs, en parlant du Monde, il y a une rubrique dans Le Monde qui s'appelle Les Décodeurs, qui est très bien faite, où finalement ils ont fait un article sur les populismes, incluant aussi du populisme de gauche, comme le cas de Nicolás Maduro au Venezuela, et ont essayé de placer sur ces différents aspects de la société où est-ce qu'ils se situent. Et on voit que la majorité des populismes se place du fait que le pouvoir doit être concentré dans les mains d'une seule personne, sont en faveur de moins d'écologie, du conservatisme sur les sujets de société, et sont plutôt défavorables à l'accueil des migrants. Mais voilà, si vous voulez voir cette infographie qui est très bien faite, là aussi je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Donc si on faisait le bilan, l'émigration atout ou menace, eh bien je pense que ce qui est important, c'est de se poser la question, mais moi, je ne vous apporterai pas la réponse. Parce que la réponse, eh bien, elle va dépendre de votre tendance politique et de là où vous mettez votre priorité. Il ne peut pas y avoir de réponse objective à cette question-là. Parce que est-ce que l'immigration, c'est un atout ou une menace sur l'aspect économique, sur l'aspect culturel, sur l'aspect démographique? Vous pouvez avoir des priorités différentes. Du coup, et même dans ce tableau, j'ai essayé de résumer finalement l'essentiel de ce que nous avons dit. C'est-à-dire que pour les pays de départ, les conséquences positives seraient la baisse du chômage, la solution manque de terres agricoles, les transferts d'argent, c'est-à-dire les remises, les transferts de connaissances et de technologies et le ralentissement de la croissance démographique, mais que ça avait comme inconvénient la fuite des cerveaux.
Et enfin, dans les pays d'arrivée, les conséquences politiques étaient le fait de ralentir le vieillissement de la population, ça offrait une main-d'œuvre bon marché, ça proposait un enrichissement culturel. Mais comme conséquence négative, ça peut avoir les problèmes d'intégration et de racisme. Mais euh, voilà, vous pouvez pas comparer. Vous pouvez dire par exemple si sur le plan économique ça rapporte, mais si sur le plan social ça, enfin, on ne peut pas objectivement dire c'est une bonne chose ou une mauvaise chose qu'une société devienne multiculturelle. Ça appartient à chacun dans sa vision qu'il a de la société. Donc je pense que voilà, l'honnêteté intellectuelle de l'enseignant, c'est pour ça que peut-être là je vous ai dit oh là là tiens il va prendre parti avec un titre comme ça. Eh bien je pose une question à tout menace, mais à laquelle je ne répondrai pas. À laquelle moi je ne répondrai pas parce que le but d'un enseignant c'est pas d'apporter les réponses, c'est de faire se poser à ses élèves les bonnes questions. Et je pense que c'est une bonne question. C'est une très bonne question que vous puissiez vous forger votre opinion sur l'émigration, parce que c'est un thème qui est très anxiogène. Et quel que soit de toute façon le camp politique. C'est-à-dire ceux qui sont défavorables à l'immigration vont créer de l'anxiété en disant les migrants ce sont des violeurs, ce sont des gens qui vont détruire le pays, qui vont nous agresser, etc. Donc là on suscite de la peur. Mais les gens qui sont favorables aux migrations vont généralement insister sur le fait que les migrants se noient dans la mer Méditerranée, qu'ils meurent par milliers, qu'il y a un devoir moral à s'occuper d'eux. Donc aussi insister sur des choses qui génèrent de l'émotion, de la tristesse. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'émotion, mais pour aboutir d'une réflexion saine, il faut arriver à trouver le juste équilibre entre l'émotion d'un côté et la raison de l'autre. Voilà, donc finalement, toute réponse à cette question ne peut être que subjective, c'est-à-dire personnelle. Donc, je vous invite à vous faire votre propre opinion là-dessus. Si vous avez un peu de temps pour lire, même si les librairies, hélas, pour le moment sont fermées, mais quand elles rouvriront, je vous recommande ce roman graphique. Alors, roman graphique, c'est le mot que l'on donne pour quand on est un peu intello aux bandes dessinées. Moi, j'ai aucun problème à parler de bande dessinée parce que je considère que c'est un média où il y a de très très bonnes choses qui sont présentes dessus. Au troisième, par exemple, j'avais recommandé l'Arabe du futur. Et bien là, je vous recommande Les mains invisibles de Ville Tietäväinen. C'est un auteur finlandais et qui finalement retrace l'itinéraire d'un migrant marocain qui va travailler dans le sud de l'Espagne. C'est une bande dessinée très dure quand même. Voilà, faut la lire en étant accroché parce que quand même le propos se veut très réaliste, mais du coup parfois, enfin moi en tout cas personnellement, ça m'a assez remué et j'ai trouvé le dessin très beau. Et notamment ce migrant, bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que mon but c'est de vous donner envie de le lire, mais il va travailler dans la province d'Almeria, c'est en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Et je trouve intéressant de finir là-dessus parce qu'Almeria, voilà, si vous tapez Almeria sur Google, vous avez ça, le vieux fort historique avec les influences arabo-musulmanes, cette ville sur le sud de l'Espagne, la côte méditerranéenne, bon, ça semble quasi paradisiaque. Et puis, ces serres de plastique à perte de vue où finalement on produit des tomates à n'importe quelle saison de l'année et vous ferez l'expérience, aller quand vous pourrez retourner faire les courses en famille. Aujourd'hui, il y a des tomates à n'importe quelle saison. On peut acheter des tomates en janvier, en février, mais elles proviennent d'Espagne, et elles proviennent de là en fait. Et elles sont, pour la plupart, produites dans des conditions qui sont assez proches de l'esclavage. Ouais, il faut le savoir, les personnes qui travaillent dans ces serres-là sont majoritairement des migrants clandestins qui travaillent pour une bouchée de pain, parce qu'il n'y a quasiment pas de salaire minimum en Espagne, et puis dans la plupart des cas ils ne sont même pas déclarés. Et voilà, au sein même de l'Union européenne, il y a quand même des populations exploitées. Et voilà, donc on se dit tiens, on achète nos tomates en Espagne, ça vient de l'Union européenne. Voilà, sachez que l'Espagne, c'est ça, quoi. Une aberration
social du fait de l'exploitation de l'homme par l'homme et environnemental aussi parce que ça consomme énormément d'eau dans une région qui est déjà quasi désertique et tout ce plastique a évidemment des conséquences nuisibles pour la biodiversité. Bon, je suis désolé de finir sur cette touche du coup un peu moins gaie, mais c'est pour vous donner envie de lire cette très 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 belle bande dessinée qui aborde la question migratoire à hauteur d'homme. Voilà, c'est important de faire ce lien. En géographie, on essaie par exemple de voir des chiffres, de voir des flux, de voir les mouvements d'argent, de population, de marchandises, etc. Mais quand on parle de ces flux-là, de ces mobilités-là, eh bien derrière, il reste des humains, des familles avec leur histoire et leur drame personnel. Sur ce, n'oubliez pas de faire le QCM d'histoire. Le dernier jour, c'est aujourd'hui. Ce qui veut dire que ce soir, je ferme le QCM. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, ben, ça vous fera un 0. De manière à pouvoir donner la note à tout le monde. Et donc demain, je fais la 3e partie de ce cours et je publie en même temps le QCM de géographie. Sur ce, prenez soin de vous, prenez le temps de lire et à bientôt. Mais, j'ai